Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous à cette séance qui se tient dans le cadre du 88e congrès de l'ACFAS, une séance au cours de laquelle nous ferons le point tous ensemble sur la collaboration entre les FRQ, les Fonds de recherche du Québec, et le FNRS. Alors, cette collaboration scientifique entre le Québec et Wallonie-Bruxelles, elle est remarquable à plus d'un titre. Bien entendu, par le contenu et l'excellence des travaux menés jusqu'ici dans le cadre de ce programme bilatéral. Et nous dirons dans quelques instants précisément les avantages, les enjeux de ces partenariats scientifiques. On parlera de leur avenir aussi. Et puis, outre les recherches conjointes passées, présentes et à venir qui unissent les scientifiques du Québec et de Wallonie-Bruxelles, il y a évidemment aussi les valeurs fondamentales partagées par des deux communautés, ces valeurs qui, avec les ambitions scientifiques communes, tissent des liens étroits et solides. Nous aurons l'opportunité d'évoquer tout ceci ensemble pendant l'heure qui vient. La séance sera ouverte dans un court instant par Véronique Allouin, secrétaire générale du FNRS, et Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Nous entendrons aussi deux duos de chercheurs, Charles Gauthier et Stéphane Vincent d'une part, Christian Messier et Quentin Ponette d'autre part, qui nous expliqueront à la fois leur projet commun, mais aussi la dynamique de leur collaboration. Et puis ensuite, vous aurez toutes et tous l'opportunité de poser vos questions ou de faire part de vos réflexions aux différentes personnes qui se seront exprimées. Et cette table ronde sur les enjeux et sur les perspectives des partenariats scientifiques sera suivie par une intervention de Sharon Weinblum, déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec, qui clôturera cette séance. Alors, une séance qui va commencer tout de suite, maintenant, avec, je pense, Rémi Quirion, s'il est arrivé, scientifique en chef du Québec, et Véronique Allouin, secrétaire générale du FNRS, qui vont évoquer l'ambition et puis aussi la genèse de ce programme scientifique bilatéral. Madame Allouin, vous êtes seule, mais vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, c'est un plaisir de retrouver nos partenaires ici, en visioconférence. D'habitude, on se retrouve soit à Montréal, à l'occasion de visites d'État, par exemple, ou bien dans nos quartiers généraux à la Fondation universitaire à Bruxelles ou à la Délégation générale du Québec. C'est un côté un peu plus convivial, mais c'est quand même bien d'avoir cet événement. Et en fait, notre accord de collaboration remonte à fin 2015. Et très vite, Rémi Quirion, moi-même, on s'est rencontrés à Bruxelles. On était tout de suite enthousiastes et confiants dans la pertinence d'un accord de ce type-là entre nos deux communautés pour pouvoir faire des projets de recherche ambitieux, financer des projets ambitieux. C'était quelque chose de nouveau pour le FNRS puisqu'on avait des accords, mais de mobilité. Ici, il s'agissait de financer l'entièreté du coût de la recherche. Et le conseil d'administration des FNRS a été très vite convaincu parce qu'il y avait une longue tradition de collaboration entre le Québec et la communauté française, de Belgique, avec des copublications aussi. Ça veut dire les scientifiques qui étaient en nombre, ça veut dire qu'on ne partait pas de zéro, c'était important. Et on a donc pu organiser un premier appel dès 2016 où on a financé 4 projets sur des projets aussi variés des sujets aussi variés que les infections nosocomiales, le droit algorithmique, la santé des écologiciels et les changements climatiques en milieu nordique. Donc tout ça était assez enthousiasmant. Et moi à titre personnel, j'étais aussi convaincue de la pertinence de cet accord pour plusieurs raisons. Donc d'abord, le Québec et la communauté française, on partage la même langue, une même culture. On a aussi des similarités au niveau de la taille de la population, nombre des universités, taille des universités, ce qui permet des partenariats vraiment très équilibrés. Je pense aussi que les fonds québécois de recherche et le FNRS, on est similaires, on est le même type d'organisation, on essaye de mettre chaque fois le chercheur au centre de nos préoccupations, on essaie d'être flexible, on essaye d'être créatif pour résoudre les problèmes organisationnels qui ne manquent pas de se poser, évidemment. Et je profite ici de remercier nos partenaires québécois parce que je sais que mes collaborateurs me disent que c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Et si j'ai bien compris des expressions, ils tricotent serré. C'est très, très bien.
Maintenant aussi la pertinence, parce que je pense que ces collaborations internationales, c'est vraiment des opportunités d'inspiration mutuelle, de fertilisation croisée. On va dans un autre environnement, ça veut dire qu'on on voit d'autres façons de travailler, ça stimule la créativité. Les publications internationales en copublication, donc, il y a un article de Nature qui le signalait, ont une plus grande visibilité, sont plus citées. Ces collaborations permettent aussi d'atteindre des masses critiques, que ce soit en personnes, en nombre de chercheurs ou en financement, ou d'accéder à des ressources qu'on n'a pas. Et c'est vraiment un matching fun, puisque nos chercheurs respectifs vont se trouver dans des projets d'ampleur financière plus importante, puisque nous cofinançons. Et donc, je pense que tout ça est vraiment extrêmement positif. En préparant, en réfléchissant à ce que j'allais dire, je me suis rendu compte que finalement, en 2016, on était très précurseurs de ce qui se passe actuellement dans les systèmes d'évaluation, malheureusement, en ces temps Covid, parce que les évaluations sont faites en fait par une commission scientifique dès 2016 qui a 12 membres, 6 qui sont nommés par les Fonds québécois de la recherche et 6 qui sont nommés par le FNRS, qui sont tous des experts internationaux. Et puis, on avait organisé des réunions de la commission par Zoom, déjà à l'époque, en 2016. Nous, avec nos experts, nous étions dans la délégation générale du Québec, près de la place du Châtelain. Et puis, les experts québécois étaient au Fonds québécois de recherche, je pense. Et puis, on travaillait les après-midi. Mais là, au moins, le soir, on pouvait avoir un petit moment de convivialité. On pouvait aller manger dans les restaurants du coin. Ici, c'est même plus possible. Mais à l'époque, on avait dû résoudre des problèmes techniques pour pouvoir bypasser les systèmes de sécurité respectifs de la délégation du Québec et du FNRS. Et puis là, maintenant, en fait, on ne fait plus que des Zoom meetings et tout roule. Voilà. Mais je vais donner la parole, mais je voudrais quand même aussi profiter d'avoir maintenant la parole pour remercier les ALS, qui sont les attachés de liaison scientifique de WBI au Québec. Il y a d'abord eu M. Kazajima, qui est maintenant en poste à Rabat et qui était vraiment instrumental pour pouvoir nous aider à mettre au point, à signer, conclure la collaboration. Et puis, il y a aussi Adrien Sellé, comment dire, que je remercie parce qu'il n'épargne pas ses efforts pour mettre en lumière la collaboration, pour essayer d'exploiter les retombées, les résultats et organiser des événements comme celui-ci. Et je me réjouis en tout cas aussi très fort d'entendre les témoignages des chercheurs. Et merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Madame Allouin. Alors, je ne crois pas que Monsieur Rémi Quirion est arrivé. Si ce n'est pas le cas, nous allons continuer. On essaiera de le capter un petit peu plus tard dans cette séance. Merci en tout cas. Et Madame Allouin, nous vous retrouverons dans quelques minutes lors de la table ronde pour répondre aux questions de celles et ceux qui assistent à ce webinaire. Mais d'abord, comme promis, voici le témoignage de 2 duos de chercheurs qui ont précisément mené en commun leurs travaux. Alors, le premier duo, je vais vous le présenter tout de suite. C'est Charles Gauthier et Stéphane Vincent. Bonjour, messieurs. Alors, Charles Gauthier, je vous présente rapidement. Vous êtes professeur adjoint en chimie bioorganique à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Vos recherches, précisément, portent notamment sur le développement de nouvelles méthodologies de synthèse pour le développement de vaccins glycoconjugués ou encore sur la synthèse de produits d'origine marine, végétale et bactérienne ou bactérienne. Et Stéphane Vincent, vous êtes professeur à la Faculté des sciences et directeur du laboratoire de chimie bioorganique à l'Université de Namur, en Belgique, et vos recherches s'intéressent aux glycosciences, à la biocatalyse et à l'enzymologie. Alors, rebonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là. Vous allez nous expliquer le pourquoi de votre collaboration et comment elle fonctionne, mais peut-être un mot d'abord quand même sur le contenu de votre travail commun qui vise, je pense, une alternative potentielle aux antibiotiques, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Donc, je suis donc Stéphane Vincent. Je vais vous donner un petit peu d'abord le cadre global de notre projet, notre collaboration. Puis ensuite, je passerai la parole à Charles. On va alterner un petit peu. On va essayer de rendre les choses un peu dynamiques. Alors, le cadre de notre projet, c'est effectivement celui des maladies infectieuses bactériennes.
Et on a entendu parler, vous avez tous entendu parler de problèmes de résistance aux antibiotiques, de maladies nosocomiales, du fait qu'on n'a pas découvert de grandes classes d'antibiotiques depuis des années. Et donc, c'est un problème de santé publique majeur. Alors, notre objectif, il est de développer, d'explorer des voies nouvelles et de trouver de nouvelles solutions. Alors, on veut travailler sur des cibles qui ont été pas très peu explorées dans le milieu de l'industrie pharmaceutique parce que ce sont des voies trop risquées ou trop compliquées. Nous, on pense avoir des idées, des moyens pour explorer ces voies-là. On veut développer des nouveaux concepts. Un exemple, au lieu de trouver des molécules qui s'attaquent aux bactéries en les tuant, ce que font les antibiotiques, nous, on s'intéresse à des molécules qui, finalement, empêcheraient la bactérie de devenir virulente, c'est-à-dire de provoquer la maladie. 2 exemples concrets, si on arrive à empêcher une bactérie de migrer dans le sang ou d'atteindre sa cible, le poumon par exemple, alors on va empêcher cette bactérie d'être virulente. Je passe la parole maintenant à Charles. Oui, c'est ça. Donc, moi, je vais vous expliquer comment le projet est né. Moi et Stéphane, en fait, on a des intérêts communs pour la chimie des sucres. Donc, vous savez, le sucre, par exemple, le glucose, c'est un sucre qui est abondamment retrouvé dans la nature, mais les bactéries produisent également des sucres. Et puis, donc, on avait cet intérêt commun, mais sans vraiment se connaître. Et puis, moi, en 2011, j'ai accepté un poste de maître de conférence à l'Université de Poitiers en France. Et puis, j'ai démarré un programme de recherche sur la synthèse de ces sucres bactériens. Et dans le cadre de ce financement-là, dans le cadre de cette thèse-là, ben, j'ai invité Stéphane comme évaluateur de mon étudiante. Donc, j'avais une étudiante qui était au doctorat. Et puis, bon, ben, Stéphane, comme était un expert dans ce domaine-là, il n'y avait pas beaucoup d'experts dans le monde de ce domaine-là, ben, j'ai invité Stéphane et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On a échangé beaucoup, puis on a parlé un peu de collaboration, mais on n'avait pas vraiment de possibilité de financement à ce moment-là. Ensuite de ça, moi, on participe souvent à des conférences internationales. Avant la pandémie, c'était le cas. On se déplaçait assez souvent. Maintenant, c'est plus difficile. Et donc, j'ai rencontré Stéphane dans le cadre de ces congrès-là, comme au Portugal, à l'International Carbohydrate Symposium en 2018. Et puis là, on a discuté. Moi, j'avais transféré. Je n'étais plus en France. J'étais à l'INRS au Québec. Et puis, peu de temps après, l'offre de collaboration internationale entre le FRQ et le FNRS a démarré. Et puis là, j'ai tout de suite pensé à Stéphane. Donc, en plus, j'avais mis en place des collaborations au niveau local, national et aussi avec des chercheurs aux États-Unis, des microbiologistes. Et donc, c'était vraiment, je trouvais, l'opportunité idéale pour démarrer cette collaboration qui depuis maintenant, fonctionne depuis maintenant 2 ans. Et donc, on n'avait pas de collaboration initiale, mais c'est par nos rencontres et notre intérêt scientifique commun qu'on en est venu à cette collaboration-là. Je vais passer la parole à Stéphane pour la suite. Alors, en ce qui concerne la synergie et puis la plus-value de cette collaboration, elles sont multiples. Hein. Vous l'avez entendu, on a un intérêt pour les mêmes objectifs finalement. On avait déjà réfléchi, approfondi des thématiques auparavant. Et on a des expertises qui sont tout à fait complémentaires. Charles est un chimiste organicien qui est très pointu dans les techniques de synthèse. Il fait des choses à la limite plus pointues que celles dans mon laboratoire. Moi, je suis un peu plus tourné vers la biologie, vers l'enzymologie. J'utilise des enzymes pour fabriquer des molécules. Je suis aussi un chimiste qui fabrique des molécules. Donc, on a des expertises complémentaires. Et on se comprend tout de suite. Alors, un des bénéfices, Charles vient de le mentionner aussi, c'est qu'on peut profiter de l'expertise de quelqu'un qui n'existe pas dans son pays. Il n'y a pas de Charles Gauthier ou d'équivalent de Charles Gauthier en Belgique. Et donc, là, au travers de cette collaboration, je peux travailler avec quelqu'un qui est aussi pointu que lui. Et ça va booster vraiment le développement de nos projets. Puis, il y a un caractère international à cet échange. Et ça, je le développerai en concluant notre témoignage. Ça, c'est extrêmement stimulant. D'autant plus quand il y a un océan qui nous sépare. C'est une distance géographique, mais en tous les cas, ça rajoute un attrait. Et ça, c'est extrêmement stimulant. Charles, je te laisse parler un petit peu. Maintenant, on va parler un peu des problèmes. Évidemment, s'il n'y avait pas eu cette pandémie-là, je ne pense pas qu'on aurait eu tant de problèmes que ça administratifs. Il y a des fonds qui sont compris pour pouvoir faire des voyages. Donc, pour moi, que je me déplace en Belgique, pour que Stéphane puisse se déplacer au Québec. On embauche des stagiaires postdoctoraux dans le cadre de notre financement.
Et donc, ben là, on a l'impossibilité de faire des voyages à l'international, évidemment. Des petits problèmes de recrutement. Moi, je recrute souvent, j'ai un bassin de recrutement en Inde, parce qu'en Inde, ils sont très bons en chimie organique, se sont développés durant les dernières années. Donc, j'ai reçu beaucoup de CV d'étudiants indiens. Là, pour l'instant, ben, je ne peux pas embaucher ma personne parce qu'il y a des délais dans les visas. Et vous savez, la situation en Inde, comment elle est terrible. Donc, ça, c'est le problème, et c'est causé par la pandémie, évidemment. Outre ça, ben, il y a aussi le problème de démarrer un nouveau programme de recherche, un nouveau projet de recherche dans 2 laboratoires distincts et d'avoir une synchronicité. Donc, moi, je fais des molécules. Stéphane met en place les tests enzymatiques pour les tester. Mais si mes molécules ne sont pas prêtes quand son test est prêt ou vice-versa, là, vous pouvez voir qu'il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Et donc, c'est cette synchronicité-là, je crois, qui est peut-être le problème majeur. Mais bon, on va y arriver, on a encore du temps, puis le projet démarre. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane pour peut-être conclure. OK. Alors, peut-être quelques mots sur l'impact de cette collaboration. Là, on est 2 personnes qui portons le projet, mais il y a un 3e partenaire, c'est important de le mentionner, qui est microbiologiste. On ne peut pas parler d'antibactériens sans parler de tests biologiques. Et ça, c'est une expertise qui a été apportée par le Québec, hein, par Charles. Donc, cette collaboration nous apporte des nouveaux tests biologiques, mais aussi, ça nous donne accès à des bactéries pathogènes, donc des méchantes. Hein, donc ça, c'était absolument indispensable. Charles? Oui, en effet, moi, ce financement-là m'a permis d'établir des liens, pas juste avec la Belgique, mais de raffermir les liens avec mon propre institution, avec les microbiologistes de mon institution. Donc, je mentionnerai le professeur Salim Timo-Islam et le professeur Éric Desiel, avec qui je publie des articles de façon assez continue. Et puis, ça m'a permis vraiment de raffermir ces liens-là et aussi d'établir des ponts avec Chris Wilfield en Ontario, donc un microbiologiste de renommée internationale qui travaille aussi sur un peu les mêmes systèmes que nous. Et puis, c'est grâce à ce financement du FRQ que j'ai pu atteindre ce niveau de collaboration. OK. Donc, et pour conclure, oui. je pense qu'on a atteint notre temps. Je dirais que, voilà, pour illustrer un peu le bénéfice de l'impact de ce type de collaboration, c'est que moi, j'avais déjà pensé à ce projet-là, je l'avais vraiment rêvé, mais je ne l'avais pas mis en place en Belgique parce qu'ils m'ont demandé de livrer 2 batailles simultanées, la bataille de la synthèse, de l'enzymologie. Et ça, je n'avais pas les moyens. Donc, ce programme nous a permis ça. Le deuxième impact, alors, il est plus terre à terre. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que lorsqu'on a annoncé la vacance des postes de stagiaires postdoctoraux, le niveau des CV qu'on a reçus était sensiblement supérieur à ce qu'on reçoit en moyenne pour des candidatures spontanées. Pourquoi? Parce qu'on avait non seulement annoncé la thématique, mais aussi le contexte de la collaboration. Et ça a été un bénéfice évident sur la qualité des CV. Voilà, donc on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Je vais peut-être relasser la parole à Mme Van der Merch. Et je vous remercie de nous avoir fait participer à ce webinaire. Merci, mais vous savez que ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. On va encore vous mettre à contribution tout à l'heure lors de la table ronde, parce que je suis certaine que parmi les participantes et les participants, il y aura certainement des questions qui vous seront directement posées. En tout cas, Charles Gauthier, Stéphane Vincent, merci déjà pour cette première intervention. Alors, nous allons accueillir à présent un autre duo de chercheurs qui va se livrer au même exercice, mais je vous fais d'abord les présentations. Il y a Christian Messier, bonjour. Alors, vous êtes professeur titulaire au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes directeur de l'Institut des sciences de la forêt tempérée et vos recherches portent principalement sur l'étude des facteurs écologiques et sylvicoles qui influencent la dynamique des écosystèmes forestiers tempérés et boréaux. Et puis, avec vous également Quentin Ponette, professeur-chercheur en sciences forestières à l'UC Louvain. Bonjour à vous. Vos recherches portent sur la réactivité des écosystèmes forestiers, des peuplements et des arbres aux ressources et aux contrôleurs et à la régénération
dépeuplement forestier. Alors, on a bien compris que vous aviez tous deux un intérêt marqué pour les forêts. Vous allez quand même nous en dire un peu plus, j'espère, sur vos travaux menés en commun. Je pense que là, vous avez comparé en réalité deux stratégies de gestion du risque à l'échelle locale et régionale. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps de parole. Voilà, donc depuis quelques années, nous sommes engagés dans ce projet de recherche là, avec Christian et aussi toute une série d'autres collaborateurs dont on vous donnera le nom, autour d'un projet passionnant donc, qui consiste en fait à comparer des stratégies d'adaptation des forêts par rapport au changement climatique et notamment en fait deux types de stratégies contrastées. Soit partir d'une hypothèse sur laquelle on sait à l'avance globalement comment le changement climatique va se présenter, ou au contraire partir d'une hypothèse qui consiste à justement évaluer toute une série donc, de risques et s'appuyer alors sur une diversité donc, maximale des peuplements. Et l'originalité en fait, de notre démarche qui a été rendue possible grâce à ce projet, c'est d'aborder donc la problématique non seulement d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue socio-économique, pour voir justement dans quelle mesure les scénarios qu'on imagine les plus appropriés d'un point de vue écologique peuvent être effectivement mis en place par les propriétaires et par les gestionnaires. Voilà, donc ça c'est le cadre général du projet. Je vais maintenant céder la parole à Christian qui va un petit peu expliquer le contexte dans lequel est né ce projet. Merci Quentin. Bonjour tout le monde. En fait, moi et Quentin, on se connaît depuis plusieurs années. On a collaboré à différents types de réseaux internationaux. On s'est rencontrés une première fois en Florence. Mais peut-être de façon intéressante, je dirais que cette collaboration a été facilitée par votre roi en Belgique, puisque j'avais été invité par la Société royale forestière de Belgique à donner un séminaire en présence du roi, que je n'ai pas évidemment pu refuser. Et c'est suite à cette conférence-là que on s'est assis, moi, et Quentin et son équipe, et on a commencé à élaborer un projet commun. Et l'idée de base qui nous intéressait, c'était vraiment de comparer deux systèmes forestiers avec des gouvernances, des approches, une historique différente, mais dans un biome qui est quand même assez semblable. On parle de la forêt tempérée ici dans le sud du Québec et de la forêt tempérée en Belgique. Et l'idée, évidemment, de pouvoir regrouper nos deux, je dirais, approches, nos deux groupes de recherche, c'était vraiment de maximiser les retombées de nos recherches pour aller beaucoup plus loin qu'on aurait pu le faire si on était seul. Et je vais vous donner un exemple. Le groupe de Quentin développait beaucoup une approche, ce que j'appellerais sylvicole au niveau de l'arbre et du peuplement avec des modèles et des informations très détaillées au niveau de l'arbre, tandis qu'ici au Québec, nous, on développait plus une approche au niveau du paysage forestier à grande échelle. Évidemment, il y a des raisons de territoire. Le Québec est vaste et c'est très difficile d'étudier à un niveau pointu chaque individu ou chaque arbre, ce qui est peut-être plus possible en Belgique. Et le fait de regrouper ces deux approches-là nous apparaissait très intéressant. Donc, voilà pour l'instant et je te redonne la parole, Quentin. Oui, merci Christian. Et donc, outre les aspects en fait, de compétences des deux équipes, une grande plus-value en fait, à ce projet, c'est de bénéficier finalement de contextes qui sont très différents. Donc, au Québec, bien, il y a une large diversité d'essences et la sylviculture est généralement donc, beaucoup plus extensive que chez nous. Alors qu'en région wallonne, on a un nombre relativement donc, limité d'essences et une sylviculture en revanche très, très intensive. Et donc, il était très intéressant en fait, de pouvoir comparer l'adaptation de ces deux types de systèmes dans un environnement changeant. Et je pense que notre projet vraiment arrive au bon moment, puisque vous avez peut-être entendu parler, mais
au niveau de la région wallonne, en fait, il y a un projet qui a été en cours de développement par la ministre Tellier, donc qui cherche à développer des forêts plus résilientes, justement pour augmenter la diversité des essences. Je pense que notre projet pourra amener toute une série d'éléments pour éclairer les choix les meilleurs. Alors peut-être aussi, si je peux rebondir sur quelques avantages de ce programme, c'est le fait que finalement, contrairement à d'autres programmes, Christian évoquait tout à l'heure le fait qu'on s'était rencontré à Florence. Donc là, c'était en lien avec un projet européen qui rassemble beaucoup de partenaires. Si l'intérêt, c'est qu'on a un petit groupe et donc il nous est beaucoup plus facile aussi d'échanger en petits groupes avec des compétences finalement aussi très, très complémentaires et qui favorisent l'interdisciplinarité. Voilà, même si dans l'équipe, il y a aussi évidemment donc, des chercheurs anglophones, mais le fait de pouvoir aussi s'exprimer en français, c'est aussi un aspect positif pour nos échanges. Alors Christian, peut-être te repasser la parole pour te faire part de valeurs ajoutées à ce projet. Oui, merci Quentin. En fait, peut-être mentionner aussi que l'appel de proposition était quand même particulier puisqu'elle nous forçait, et je le dis entre guillemets, à avoir un volet plus peut-être social et économique. Et donc, je pense que c'est vraiment une force de ce projet parce que quand on veut avoir un effet sur les pratiques forestières, sur le terrain, je pense qu'on a besoin pas seulement de mieux comprendre l'écologie, la biologie de nos forêts, mais aussi tous les aspects sociaux, économiques, de gouvernance. Donc, on s'est allié avec deux chercheurs ici au Québec, Jérôme Duprat, un collègue à l'UQO, et Jean-François Bissonnette, un collègue à l'Université Laval, qui vont pousser un peu cet aspect-là de gouvernance et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut limiter autant au niveau des lois et des règlements d'un pays, mais aussi au niveau des gestionnaires, de faire un changement qui nous apparaît important vers la résilience. Donc, cette complémentarité-là est très, très intéressante. Et je pense que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que si on s'était restreint peut-être à seulement l'aspect écologique. Quentin? Juste parce que je pense qu'il est bientôt l'heure de conclure. Voilà, bon. Outre donc les aspects effectivement liés et très importants à ce volet socio-économique, comme dans tout échange, ça nous apporte en fait des idées et des approches auxquelles on n'aurait jamais pensé, puisque voilà, on est vraiment confronté aux compétences de nos collègues canadiens et aussi à leur propre contexte qui nous amène à revisiter notre propre système. Et ça, c'est vraiment un grand plus. C'est cette ouverture finalement d'esprit qui nous permet déjà d'imaginer d'autres projets. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier pour le financement parce que peut-être ce que Christian a oublié de dire aussi, c'est qu'on a bénéficié pour mettre en route ce projet d'un financement de WBI qui nous a permis aussi de faire des déplacements, donc de préparer également donc, ce projet. Donc certainement, ça a contribué à la mise en place de ce projet. Nous en sommes vraiment très, très reconnaissants. Merci beaucoup. Merci Christian Messier et Quentin Ponette pour ce témoignage, pour cette intervention, mais vous aussi, merci de rester en notre compagnie parce que vous allez maintenant pouvoir participer dans quelques instants à cette table ronde et répondre aux questions ou entendre les réflexions aussi des participantes et des participants. Pour ouvrir cette table ronde et les échanges, il y a d'abord et avant tout sans doute une chose importante à indiquer, parce que jusqu'ici, on a évoqué les travaux passés et présents menés grâce et dans le cadre de cette collaboration scientifique FRQ-FNRS. Il y a eu jusqu'ici 2 appels à projets conjoints en 2016 et en 2018. Et l'intérêt est manifeste puisque le nombre de candidatures n'a fait qu'augmenter. Et donc, on imagine
que les FRQ et le FNRS ne vont pas en rester là. Véronique Allouin, je vous laisse la parole. Il y a une communication importante à faire. Oui, merci Fabienne. Oui, d'habitude, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est toujours très, très sympathique de pouvoir prendre la parole pour annoncer des bonnes nouvelles. Et effectivement, donc, il y a eu un accord entre le FNRS et le FRQ pour procéder à un nouvel appel. Les détails seront communiqués en cours d'été, mais l'idée est de s'inscrire dans la dynamique des deux appels précédents et donc d'avoir des projets dont le financement pourrait démarrer en septembre 2022. Et l'appel serait assez... Il faudra contacter les équipes pour les détails qui vont être diffusés. Hein. Mais en gros, on reste dans un appel où tous les domaines sont ouverts, où il y a une étape d'introduction des projets en deux étapes, un pré-projet, une présélection, et ensuite les projets présélectionnés, compléter le projet qui est évalué par cette commission mixte que j'ai déjà évoquée. Ce sont des projets donc, de 3 ans, comme maintenant. La première série de projet, c'était que 2 ans, et on s'était réunis avec Rémi en disant, avec Rémi Quérion, c'est trop court, 2 ans, il faut vraiment... Alors l'impact financier est énorme, évidemment, mais on trouvait que c'était, vu le succès du premier appel, qu'il fallait aménager, et donc ce seront des projets de 3 ans. Normalement, on en financera 6, comme dans l'appel précédent. Il n'est pas exclu qu'on puisse en financer un 7e, on verra un peu les résultats, mais je veux dire que des discussions pourraient être menées au niveau des conseils d'administration respectifs s'il y a vraiment énormément de projets déposés de grande qualité. Voilà, je crois que soyez attentifs pendant l'été. Moi, j'encourage tous les chercheurs à être attentifs et à s'inscrire, à postuler, parce que je crois que les témoignages des chercheurs qu'on vient d'entendre montrent l'intérêt de ce contexte collaboratif. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est très contents. Et les chercheurs aussi, j'imagine. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Allouin. On va passer évidemment aux différentes questions, à la fois qui ont été déjà envoyées et puis celles qui vont peut-être arriver sur mon écran. Je lance un appel, un SOS, si jamais. Mais j'ai déjà une question de Marie Clotuche de Liège et qui demande s'il y aura des domaines spécifiques de collaboration pour ce prochain appel. Madame Allouin, c'est plutôt à vous cette question, bien sûr. Oui, non, en fait, on travaille dans le principe bottom-up, hein, donc c'est-à-dire tous les domaines sont accessibles. Il y a juste une condition qui est que les FRQ tenissent de l'intersectoriel, donc c'est-à-dire qu'il faut un promoteur principal avec un copromoteur, donc un PI et un co-PI, qui introduisent du côté québécois chacun leur demande de subvention devant un des 3 des fonds québécois de recherche. Il y a le fonds santé, le fonds nature et technologie et le fonds société et culture, je pense. Donc ça, c'est la seule contrainte entre guillemets. Nous, de notre point de vue, on est ravis que cela encourage nos chercheurs finalement à s'ouvrir vers l'intersectoriel, qui n'est pas forcément tellement valorisé dans nos instruments de financement classiques. Et donc tous les domaines, et c'est après, quand on aura les résultats de la commission, mais on verra a posteriori, ok, les dossiers qui l'ont porté, c'est tel domaine. Merci. Alors, une question qu'on peut peut-être poser à l'ensemble, donc c'est-à-dire à la fois à vous, Madame Allouin, mais aussi aux chercheurs Christian Messier, Charles Gauthier, Quentin Ponnet et Stéphane Vincent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a finalement des thématiques ou des sujets de recherche qui sont plus facilement conciliables avec ce type de partenariat, ça veut dire y compris avec ses contraintes et ses avantages? Voilà, Monsieur Ponnet. Personnellement, en fait, que c'est très ouvert. Le témoignage qu'on a entendu concerne en fait des projets tout à fait différents. Donc, en termes d'échelle, de dimension, de type de recherche. Donc, au contraire, je dirais que voilà, il y a une grande ouverture thématique et je n'ai pas ressenti donc de limitation, que du contraire. Et je trouve que à nouveau, donc le fait au niveau du Canada de pouvoir associer donc des fonds différents est une réelle plus-value, parce que je pense que notre projet n'aurait pas du tout eu sa force si nous n'avions pas eu l'appui
du domaine socio-économique. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment très positif. Quelqu'un d'autre veut répondre également? Moi, Christian Messier, je pourrais ajouter dire que, comme on a vu dans les deux présentations aujourd'hui, l'aspect complémentarité des chercheurs m'apparaît important. C'est peut-être ça qui devrait guider les gens qui font des demandes, l'idée d'avoir des groupes qui ont des complémentarités et qui ont une valeur ajoutée très, très importante à travailler ensemble. Je ne pense pas qu'on soit limité dans un domaine en particulier, mais cette complémentarité-là m'apparaît un élément clé. Stéphane Vincent? Oui, un tout petit commentaire. C'est que on a eu l'occasion en fait d'avoir des présentations de tous les projets qui ont été financés. Alors ça, c'était très intéressant parce qu'on a vu une très, très grande diversité. Et ce que je peux rajouter simplement, c'est qu'on a vu des projets à la fois expérimentaux ou théoriques, calculatoires, juridiques. Donc, c'était vraiment très, très varié. Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez répondre, évidemment. Pendant ce temps, je découvre d'autres questions qui nous sont envoyées pendant que nous parlons. Une question de Thomas qui demande quel est le nombre d'acteurs, donc de laboratoires, qui doivent être impliqués. J'imagine que ça veut dire qu'ils doivent être impliqués pour pouvoir candidater à ce fonds. Peut-être Véronique Allouin? Mais donc, comme je le disais, puisqu'il y a ce critère d'intersectoriel, il faut 2 acteurs côté québécois, puisqu'il faut 2 demandes devant 2 fonds différents, et côté de la communauté française, pas forcément, donc ça peut être un seul acteur. Donc, mais je crois que vraiment, tous les détails et les règlements, finalement, seront publiés en courant d'été. Donc, peut-être ne pas hésiter à revenir vers nous plus tard, mais je ne peux pas donner déjà absolument tous les détails parce qu'ils doivent encore être finalisés. Alors, une question peut-être qui porte aussi sur l'impact de ces travaux en commun, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, on a bien sûr l'excellence, les percées scientifiques rendues possibles par ces projets, les transferts de connaissances aussi entre les 2 pays. Et là, je m'adresse évidemment aux 4 chercheurs. Quel est l'impact sur votre carrière de chercheur? Est-ce qu'il est mesuré, cet impact? Oui, Charles Gauthier. Moi, je suis un chercheur en début de carrière, donc évidemment, l'obtention du financement du FRSQ, FNRS a vraiment eu un impact sur ma carrière. C'est un montant qui n'est pas négligeable, une centaine de mille par année, qui me force à faire des collaborations. Aussi, le fait d'avoir Stéphane Vincent, qui est un chercheur plus avec d'expérience, ça me permet d'avoir un mentor en même temps. Et il peut aussi répondre à des questions sur d'autres projets que j'ai, pas nécessairement juste ce projet-là. Donc, on essaie d'avoir des rencontres mensuelles, par Zoom évidemment, là, mais bon, d'avoir des lab meetings communs. Donc, ça, moi, j'ai l'impression que ce financement-là a eu un impact assez majeur sur ma carrière et va me permettre d'aller chercher des résultats préliminaires pour pouvoir aller chercher des financements plus majeurs, par exemple, aux IRRC. Donc, moi, je l'ai vu vraiment positivement là, au niveau de ma carrière. Même question à Quentin Ponnet, à Stéphane Vincent, à Christian Messier. Christian Messier? En fait, moi, je dirais que j'avais développé un certain nombre d'idées ici en Amérique du Nord qui étaient bien acceptées, mais peut-être un peu moins en Europe, et de pouvoir travailler avec une équipe en Europe, évidemment, ça me permet peut-être d'avoir plus d'influence, si on veut dire, ou de partager des idées avec les collègues européens. Et je pense que pour ma carrière, c'est quand même très intéressant. Et je dirais vice-versa, je ne veux pas parler pour Quentin, mais Quentin est venu ici au Québec, a fait des présentations, et depuis, il y a plusieurs autres chercheurs qui sont intéressés par les approches développées par Quentin. Je pense que c'est quand même important au niveau du rayonnement international, ce genre de collaboration, et ça va bien au-delà du
de nos seuls 2 pays. Hein. Je pense que c'est plutôt dans le sens des 2 continents. Oui, Quentin Bonnette. Peut-être pour ajouter un élément, c'est vrai qu'il y a à la fois des dynamiques et des interactions entre partenaires des zones concernées, mais également je trouve qu'il y a une émulation au sein même des équipes, puisque voilà, nous on est des porte-parole, mais on ne travaille pas seul, on travaille avec toute une série de personnes. Et voilà, je pense que ce type de projet justement est très tout bénéfice en tout cas pour cette dynamique également interne. Voilà, c'est aussi à souligner parce que ça a des retombées aussi sur des chercheurs plus jeunes qui nous entourent. Donc voilà. Monsieur Vincent, vous voulez intervenir? Madame Allouin, Monsieur Vincent, non? Un petit commentaire peut-être sur ma carrière ponctuellement, je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que tout à l'heure, Charles a mentionné une collaboration importante qu'on a su créer grâce à ce financement. Et en fait, le fait d'avoir un financement, d'avoir déjà 2 équipes constituées de part et d'autre de l'océan, ça nous a ouvert des portes de certaines collaborations en biologie, des gens de très très haut niveau, et donc et avec lesquels c'est passé tout naturellement, très facilement. Donc voilà, là j'attends un impact en termes scientifiques. Alors, nous avons une question de Johan Verkamen de l'ambassade de Belgique au Canada qui dit: y a-t-il une publication, newsletter, qui met en valeur ces différents projets en cours, même de façon vulgarisante, dans le but d'afficher la collaboration au grand public et aussi en répercutant sur nos médias sociaux? Voilà, fin de citation de cette question de M. Verkamen. Peut-être à vous, Véronique Allouin, pour la réponse. Oui, je ne pense pas qu'il y ait à ce stade une publication newsletter telle quelle, mais j'entends la question, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, on a pas mal d'actions de publication au niveau du FNRS, de communication, on a un FNRS TV, on a des brochures, on a un FNRS News, mais donc, c'est vrai que pour une façon vulgarisante, à usage peut-être du grand public, on peut réfléchir à quelque chose. Une question encore qui nous arrive d'un de nos participants, je pense. Est-ce qu'il y a des efforts pour favoriser la diversité des équipes? Madame Allouin? Je n'ai pas bien compris la question parce que moi, pas trop non plus. Y a-t-il des efforts pour, est-ce que je lis en même temps ce qui nous arrive? Y a-t-il des efforts pour favoriser la diversité des équipes? Ouais, moi, je pense que c'est comme je dis un peu, c'est du bottom-up. Donc, tout peut venir. Et donc, c'est aux chercheurs à être créatifs, innovants et absolument. Alors, je ne sais pas si on parle de diversité de genre, peut-être. Je ne sais pas non plus. Ça n'est pas précisé dans la question. Néanmoins, voilà, c'est un début de réponse et on verra aussi, bien sûr, pour pouvoir compléter les réponses qui sont données comme ça à chaud. Il y a également une question, je ne sais pas si c'est d'ailleurs une question ou plus une réflexion d'un monsieur Adrien Mello qui dit: un projet de recherche fondamentale purement théorique n'est pas adapté au vu des aspects économiques qui ont été soulevés. Alors, quelle est votre réponse? Et après, je m'adresserai évidemment aux chercheurs pour qu'ils aient également leur réflexion à ce sujet. Oui, il faudra voir les détails du prochain call, mais de mémoire, il n'y a pas nécessairement des aspects économiques. Il faut de l'intersectoriel. L'intersectoriel peut être les sciences, je ne sais pas, de l'ingénierie avec des sciences de la santé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ou bien de la physique théorique avec de la biologie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait obligatoirement des aspects économiques. Mais peut-être que mes collaborateurs peuvent me préciser ça, mais je n'ai pas du tout perçu. Donc, pour moi, la recherche fondamentale est tout à fait évidemment sa place. Est-ce qu'un de nos chercheurs présents souhaite réagir à cette réflexion de l'auditeur? Oui, ben, moi, je pourrais dire,
En effet, le programme au Québec, on doit avoir une intersectorialité. C'est intersectorialité. Donc, moi, dans mon cas, je suis chimiste, donc j'étais dans le FRQNT, plus sciences fondamentales. Et puis, ben, Stéphane, lui, agissait en tant que biologiste. Donc, on avait la santé, en fait, et puis le plus fondamental avec la chimie. Évidemment, si on avait pu ajouter une thématique sociale, économique, je pense que ça aurait été une plus-value pour le projet. Mais là, on n'est pas dans les programmes Audace, hein. On sait que le FRQ ont quand même les appels d'offres Audace et on n'était pas là-dedans. Là, moi, je ne sais pas si pour votre prochain appel, ça va aller vers ça. Mais moi, quand j'ai postulé, c'était vraiment juste deux disciplines connexes. C'est ça. Voilà. Je pense qu'à ce stade, on devrait rester à 2 disciplines connexes. Quentin Ponnet, Stéphane Vincent, Christian Messier, peut-être une réaction à cette question? Non? Oui, Stéphane Vincent. Ah, oui. Pardon. Oui. Oui, tout à fait. Sur l'aspect économique des choses et théorique. Moi, j'ai parlé un peu de qui est un projet qui est lié à la santé publique. Mais notre objectif, ce n'est pas de produire un médicament qui va rapporter de l'argent, etc. Et ce n'est pas sur cet aspect qu'on a été évalué. On a été évalué sur une approche, sur la nouveauté d'une question, sur la nouveauté d'une approche et une synergie. C'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est vraiment la science fondamentale. On ne fait pas de la science appliquée. Donc, et ce n'est pas sur cet aspect-là qu'on a été évalué. C'est clair. Et il y a des collègues théoriciens qui ont eu des projets de ce type. Alors, si quelqu'un veut également réagir à cette question-là, cette réflexion-là, peut-être, avant de passer à la question suivante? Non? OK. Alors, une question qui nous arrive également. Tous vos exemples, disent cette personne, proviennent des sciences naturelles ou ingénierie, même lorsque vous parlez d'intersectorialité. Est-ce ouvert aussi aux sciences sociales, sociologie, anthropologie, éducation? Madame Malouin? Oui, c'est ouvert. Et lors du premier appel, on a d'ailleurs eu un projet qui étudiait le droit algorithmique. Donc, il y avait des juristes associés. Donc, c'est tout à fait ouvert. Alors, une question de Jean-Christophe Bellil-Pipon qui dit, je vais vous la livrer telle qu'elle m'est arrivée. Quelles sont les barrières les plus sous-estimées à ce type de partenariats scientifiques internationaux, mais qui peuvent rapidement monopoliser et miner la faisabilité et l'efficacité de la recherche et le développement des livrables attendus? Fin de citation de cette question donc posée par Jean-Christophe Bellil-Pipon. Qui veut répondre? Ah, oui, Christian Messier. En fait, au début, je dirais, c'est intéressant comme question parce qu'au début, on aurait pu dire que la distance était un problème et même le décalage horaire est un problème. Mais avec la pandémie, on s'est mis à travailler maintenant à distance avec à peu près tous nos collègues. Et je dirais que cet aspect peut-être plus négatif n'est pas négatif actuellement, dans le sens qu'on peut très bien travailler à distance et on le fait avec tout le monde. Et je dirais qu'avec les moyens technologiques qu'on a développés là, depuis quelques années, cette distance-là n'est plus tellement un problème. Et je dirais que non, je vois plutôt des aspects positifs à ce genre d'échange entre continents où les gens nécessairement ont des visions, des approches qui sont souvent différentes. Je pense que dans votre introduction, vous l'avez mentionné, là, le choc des idées, le fait de pouvoir se remettre en question. Moi, je le dis toujours à mes étudiants, il faut faire très attention dans nos certitudes scientifiques. C'est peut-être un danger qui nous guette, surtout en vieillissant, et qu'il faut toujours essayer de se remettre en question, se questionner. Et ce genre d'échange avec des laboratoires qui sont plus éloignés, qui ont des approches et des visions différentes, bien, ça nous maintient dans ce choix des idées qui est très important. Dans une vigilance je vois beaucoup Voilà, c'est ça. Sur ce point, Stéphane Vincent, Quentin Ponnet, Charles Gauthier, on a des barrières, il y en a, on l'imagine bien, il y a des freins,
ce n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille de faire une telle collaboration à distance. Comment est-ce que les FRQ et le FNRS pourraient-ils contribuer à lever justement ces barrières et ces freins, Véronique Allouin? Voilà. Moi, j'ai l'impression, mais je suis peut-être un peu optimiste, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même pas mal, qu'on essaye de faire preuve de flexibilité. Ici, dans le contexte Covid, par exemple, oui, il y a eu des problèmes parce que ça a été mentionné, je ne sais plus, peut-être par Charles, de retard à l'engagement de chercheurs, de voyages qui ne peuvent pas être faits. Et donc là, on entend bien ça et on étend la période dans laquelle le projet peut se dérouler. Donc, on essaie de faire un maximum pour entendre les chercheurs quand ils estiment qu'il y a un problème et de voir comment on peut aider. Mais j'ai l'impression que c'est plus des chercheurs que d'avenir des commentaires par rapport à cette question, parce que nous, d'où je suis, je ne vois pas forcément la réalité du terrain et les problèmes rencontrés. Est-ce que voilà, l'un de vous quatre a une solution, oui, Quentin Ponette, ou une proposition? Je n'ai pas particulièrement ressenti, en tout cas, de difficultés particulières dans le cadre de ce projet. C'est vrai que dans tout projet, on peut avoir des difficultés temporaires, donc liées par exemple au recrutement de chercheurs, mais ce n'est pas spécifique à ce projet. Au contraire, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi par exemple beaucoup de... La manière finalement de pouvoir obtenir les données, etc., se fait aussi de manière assez similaire d'un pays à l'autre. Certaines données sont même accessibles depuis ici, etc. Donc franchement, je n'ai pas rencontré dans le cadre de ce projet d'obstacles particuliers. Messieurs, je vous remercie et Madame, merci beaucoup. Ce sont évidemment des échanges tout à fait passionnants, mais le temps passe vite et nous allons devoir déjà terminer cette table ronde car nous avons un horaire strict à respecter et surtout, comme promis, une intervention à vous proposer encore pour clôturer ce webinaire. Nous accueillons Sharon Weinblum, déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec. Bonjour Madame Weinblum et c'est donc vous qui allez conclure cette séance. On vous écoute. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir de participer à cet événement de présentation et de célébration du programme bilatéral de nos fonds de recherche. Et c'est d'autant plus un plaisir de pouvoir le faire dans le cadre de ce 88e congrès de l'ACFAS, puisque tant la promotion de partenariats scientifiques que la promotion de la recherche en français sont réellement des priorités centrales pour Wallonie-Bruxelles. Les coopérations scientifiques internationales sont pour nous essentielles, aujourd'hui d'ailleurs peut-être plus que jamais. Et le secteur de la recherche et de l'innovation a d'ailleurs été un des tout premiers secteurs de coopération avec le Québec, lorsque nos gouvernements ont signé une déclaration conjointe il y a 40 ans. Depuis presque autant d'années, la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec s'attelle à promouvoir ces partenariats. Et l'importance des liens avec le Québec dans ces domaines a mené à l'envoi en 2014 d'un agent de liaison scientifique à Montréal, dans le but précisément de renforcer encore ces coopérations et d'aiguiller les chercheurs désireux de collaborer. Je me réjouis d'ailleurs particulièrement que le travail de l'agent de liaison scientifique à l'époque ait été un moteur et facilitateur de l'accord entre nos fonds de recherche en 2016. Donc, le programme bilatéral de recherche collaborative FNRS-FRQ est aujourd'hui réellement une pierre angulaire de partenariats scientifiques entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles et, on doit bien le dire, un magnifique exemple de réussite. On ne peut que se réjouir de la mise en œuvre de ce programme qui a donc permis de financer 10 projets de haute qualité depuis 2016 et de démontrer réellement toute sa pertinence et son utilité. Alors pour les chercheurs évidemment et les centres de recherche d'abord, mais au-delà, on a pu le voir pour l'émulation de la recherche de pointe, le partage de connaissances, de savoirs, de pratiques, pour le bénéfice de toutes et de tous. Donc les projets conjoints et les témoignages présentés aujourd'hui en sont réellement la preuve et l'illustration. Et dans ce contexte, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'entendre qu'il y aura un troisième appel qui sera lancé prochainement. Donc pour conclure, je souhaiterais remercier les fonds de recherche, tout d'abord, de rendre ces coopérations scientifiques possibles et vibrantes. Et je souhaite également remercier les équipes organisatrices de ce webinaire, puisque la tenue de ce bel événement a été rendue possible par l'étroite collaboration entre les fonds de la recherche scientifique, les fonds de recherche du Québec et notre agent de liaison scientifique, Adrien Célez. Merci également à l'ACFAS pour leur engagement et pour avoir accepté avec entrain d'accueillir notre événement.
Merci aux chercheurs d'avoir partagé leur expérience de ce programme avec nous. Et enfin, merci à Fabienne Van der Merch d'avoir accepté avec tant d'enthousiasme d'animer ce webinaire. La délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et l'agent d'adhésion scientifique sont vraiment à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets, pour vous informer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Sharon Weinblum. C'était donc le mot de la fin. Et en effet, merci à toutes et tous qui avaient participé activement à ce webinaire. Alors, devant ou derrière les caméras et les micros. Bonne journée. Prenez bien soin de vous.